Bonjour, je vais vous parler des cafés philo que je fréquente depuis. Je les ai fréquentés il y a pas mal d'années, mais là j'en fréquente quelques-uns depuis quelques mois. Quelques réflexions sur les cafés philo et aussi sur un projet éventuellement d'interviewer des animateurs des cafés philo pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils veulent, ce qu'ils en attendent, voire de filmer d'ailleurs certains cafés philo. Alors, je crois qu'il y a une charte du café philo qui serait peut-être à élaborer. Il faudrait d'abord comprendre quelle a été l'idée de départ des cafés philo et ce que c'est devenu, comment ça a été récupéré éventuellement. Alors, je n'ai pas tous les éléments, je n'ai pas encore mené complètement mon enquête, mais il semble que ça a un petit peu dégénéré. C'est-à-dire que ce qui était un moyen est devenu une fin en soi. Le fait, par exemple, de parler chacun à son tour, d'avoir des temps de parole, ça n'a jamais été le principe même du café philo. C'est éventuellement une façon de fonctionner dans un café philo, et c'est pas obligatoire non plus. C'est obligatoire si ça dégénère, c'est obligatoire si les gens n'arrivent pas à s'entendre mutuellement, et si ça ne marche pas, tout simplement. Maintenant, si la conversation à bâton rompu, où les gens s'interrompent et ils reprennent le fil de leur discours très facilement, si tout ça est positif, il n'y a pas de raison d'infliger une pratique qui serait à la limite restrictive et négative. Il ne faut pas non plus passer d'un café philo à l'autre en disant oui, c'est toujours la même chose et voilà comme ça va se passer. Cela dit, il y a des choses en commun qui sont au-delà de ces questions et même qui sont beaucoup plus importantes que ces questions. Mais ça pose la question de l'identité, effectivement. Qu'est-ce qu'un café philo? Qu'est-ce que ça n'est pas? Et à partir de quel moment ça n'est plus un café philo? À partir de quel moment ça devient un café philo? Ça, c'est des questions extrêmement intéressantes sur le plan sociologique. Qu'est-ce qui est vraiment indispensable au café philo? Et qu'est-ce qui est, au fond, secondaire? Alors, entre ce qui est secondaire et ce qui est indispensable, il y a évidemment débat chez les uns et les autres. Mais malheureusement, il y a une image de marque qui est souvent imprimée et qui met en avant des aspects qui, pour moi, en tout cas, sont assez secondaires. Bon, cela dit, maintenant, l'animateur, il est en grande partie responsable de ce qui s'y passe, qu'il intervienne ou qu'il n'intervienne pas d'ailleurs, ou comment il interviendra. Et quelque part, il est un peu comme un psychanalyste, l'animateur. Mais c'est une psychanalyse de groupe. Il y a des choses qui sortent et il doit éventuellement réagir, faire aller plus loin, etc. Pourquoi pas? Alors, un point qui me paraît important, un truc qui mérite débat, c'est la question du langage. Quel est le statut des mots, de notre culture langagière, des dictionnaires, des définitions dans le café philo? Est-ce que le café philo est là pour jouer sur un consensus langagier partagé par tous et qui ne serait pas remis en question? Alors, moi, je ne pense pas. Je pense que le stade de l'apprentissage du langage, c'est quelque chose qui existe, certainement, qui d'ailleurs souvent tend plutôt à distinguer les mots qu'à les rapprocher. Or, la philosophie, pour moi, a plutôt l'objectif inverse, qui consiste à rapprocher des mots qu'on aurait tendance à différencier. C'est pour dire que on a une complémentarité dans le temps. C'est-à-dire que le café philo, c'est un petit peu la classe de philo, si on veut dire, dans les classes terminales françaises, qui était une sorte de sevrage par rapport au langage basique, enfin, à l'empire du langage.
Le problème, c'est que on passe d'un consensus linguagier qui est à peu près connu, qui est celui des signifiés associés à tel et tel signifiant, à une liberté de pensée qui veut dire qu'on peut euh, associer de nouveaux signifiés à certains signifiants, relier entre eux certains signifiants, qui ne sont pas forcément reliés par la pratique langagière, la praxis langagière habituelle. Il y a une liberté du groupe, c'est-à-dire que le groupe, quelque part, va s'opposer au consensus collectif. C'est un petit collectif qui s'oppose au grand collectif. C'est une sorte de secte, on pourrait presque dire. C'est-à-dire, euh, ça part d'un petit noyau qui peut éventuellement penser, qui peut éventuellement progresser dans sa réflexion, et qui peut aussi éventuellement d'ailleurs la transmettre. Ce qui serait d'ailleurs intéressant, ce serait justement de développer la transmission entre les cafés philo, ou d'un café philo à l'autre. Or là, on a au contraire, semble-t-il, une étanchéité totale, non seulement entre les cafés philo, mais entre chaque session d'un café philo, surtout si ce ne sont pas les mêmes animateurs, mais même si ce sont les mêmes animateurs, il n'y a pas beaucoup de soucis de cohésion, de relations qui se manifestent. C'est le moins qu'on puisse dire. À partir du moment où on est dans la transmission, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a à être à transmettre. Et donc pour qu'il y ait déjà quelque chose à transmettre, il y a déjà un travail à faire qui n'est pas forcément effectué par le biais du café philo. Donc là, par exemple, ce serait bien de terminer le café philo la session par un texte. Un texte qui serait rédigé et qui apporterait un certain nombre de conclusions qui pourraient éventuellement être diffusées. Donc, dans l'état actuel des choses, le café philo, c'est un lieu de rencontre où on parle un petit peu de son ressenti langagier, où chacun peut s'exprimer sans chercher forcément à être en phase avec ce qui a été dit avant ou après. On est dans la discontinuité des prises de parole. Or, je ne sais pas, si on prend les dialogues socratiques comme référence, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait au contraire un suivi. Il faut qu'il y ait une réflexion qui progresse. Et cette progression, elle se fait d'après la liste des gens qui sont inscrits, mais elle ne correspond à aucune progression véritable de la pensée. Ce n'est pas un souci. Il y a quelques animateurs qui ont ce souci, en tout cas qui mettent en avant ce souci, qui voudraient que le café philo en 2 heures progresse, qu'on avance, mais ils ne s'en donnent pas forcément les moyens, et le public qui vient n'est pas forcément, qui d'ailleurs souvent varie, n'est pas nécessairement disponible ou disposé pour cela. Donc il y a une crise du café philo, une crise de l'identité du café philo aujourd'hui, qui paraît assez manifeste. Et il y a ce que j'appelle la promiscuité, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des gens qui veulent vraiment philosopher, qui veulent vraiment avoir un débat, repenser les mots, repenser le langage, puisque on part du langage et on revient au langage, mais avec une transformation qui est un petit peu comme le sang qui est purifié par les poumons, par le cœur, et qui après ressort purifié. Bon, donc il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a une sorte d'alambic, d'alchimie qui peut se produire, ou pas. Et puis d'autre côté, il y a des gens qui soit viennent tout simplement assister. À ce moment-là, ces gens-là, il ne faut pas les solliciter. Ils sont là, ils se nourrissent, ils prennent exemple, pourquoi pas. Ou bien qui viennent pour avoir quelque chose à dire ou avoir un rôle à jouer, faire partie d'une distribution, d'un spectacle, je veux dire presque. Et là, finalement, bon, c'est assez formel. Il y a des gens qui viennent au café philo uniquement pour surveiller que tout le monde
ne parle pas trop longtemps, ou qu'on ne s'interrompt pas. Enfin bon, ils sont là, ils sont bien. Je ne parle pas des animateurs, je parle de certains participants qui se sont arrogés cette espèce de droit de, de, de faire des réflexions, non pas de fond, mais de forme, ce qui leur évite d'avoir vraiment à écouter ce qui se dit, mais à s'intéresser à des manifestations au niveau du temps qui passe, ou au niveau de comportement, on parle trop longtemps, ou bien on parle trop fort, ou pas assez fort, etc. Ce qui est très intéressant, je crois, c'est justement le travailler sur repenser notre façon de parler, dans tous les sens du terme. Ce que nous disons, comment nous le disons, il faut apprendre à parler autrement et à communiquer autrement. Alors ça aussi, on peut se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas des initiations au café philo, des préparations, un cours préparatoire au café philo. Comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a un problème d'entraînement. On ne peut pas mettre dans le même groupe athlétiquement des gens qui n'ont pas du tout le même niveau, pas du tout la même expérience. Ça aussi, c'est une question qui se pose. Et pour terminer ce bref entretien, si on peut dire, je dirais que il serait bon d'avoir un tableau noir ou un tableau blanc maintenant avec les marqueurs, où l'on mettrait des mots au tableau avec des flèches qu'on proposerait, on dirait voilà, à ce stade-là, voilà, on dit ça, ça, ça va avec ça, ça veut dire ça, et puis on descendrait, et puis on avancerait, et donc comme ça, les tableaux seraient, on aurait par exemple filmé ou photographié les tableaux qui représenteraient d'une manière un petit peu schématique, et justement intéressante, qui représenterait la progression collective. Comme disait un des animateurs que j'aime bien, que je dois interviewer d'ailleurs, il faut avancer. Il faut faire avancer le schmilblick, il faut avancer, il faut faire avancer la réflexion collective. Il ne faut pas simplement chercher à dire quelque chose. Il faut savoir si c'est utile. Et moi, très franchement, je dirais, je ne suis pas favorable au fait de lever la main, en tout cas pas au fait de noter les personnes qui ont proposé de parler, parce que ça fige. Si les gens veulent réagir immédiatement à ce que quelqu'un dit, il faut qu'ils puissent réagir immédiatement et, et réagir par rapport à ce qui a été dit. Donc, si vous voulez, si c'est une réaction, la réaction doit être faite immédiatement. Si c'est un questionnement, c'est autre chose. Alors, on confond trois choses. On confond le fait de demander à prendre la parole, parce qu'on a envie de dire quelque chose, le fait de réagir par rapport à ce qui est dit, et rapidement bien sûr, et le fait tout simplement de glisser un mot, une réflexion pendant que l'autre parle, comme ça se fait couramment, comme ça, même à la radio on voit quelqu'un dire quelque chose, et puis l'autre dit autre chose, comme ça, pour aller dans le même sens. Et il ne faut pas que les gens qui prennent la parole se sentent agressés parce que on empiète sur leur territoire, on empiète sur leur temps de parole, etc. Donc tout ça est très mélangé, ces différentes prises de parole n'ont pas du tout la même portée, et c'est un gros travail, mais c'est un peu la même chose que dans les tables rondes. Parce qu'en fin de compte, quelque part, un café philo, c'est une table ronde. Et d'ailleurs, ça devrait s'organiser d'un point de vue spatial en tant que table ronde. Il est regrettable que souvent la disposition même des lieux fait que celui qui est censé animer ne voit pas tout le monde, n'est pas vu non plus par tout le monde. Il se met à un bout de la pièce et puis les autres sont étalés sur quelques mètres comme ça, et ils ne se voient pas entre eux. Tout ça, c'est tout à fait regrettable. Je ne veux pas donner de nom comme ça en particulier, mais enfin, il y a une disposition des lieux qui est également souhaitable.
Le mot table ronde qui souvent est galvaudé, parce que quand on dit table ronde, souvent les gens sont assis derrière une table. Mais la vraie table ronde, c'est mettre des tables au milieu et puis de s'asseoir autour. Bon, alors, il faut avoir l'autorisation éventuellement du café où on se trouve, mais de là à se mettre n'importe comment, c'est pas possible. Il y a une dimension visuelle la communication verbale. Hein. On, non, d'ailleurs, il y a une question de civilité, d'ailleurs, je dirais. Quelqu'un prend la parole, si il voit qu'une personne réagit à ce qu'il dit, il doit lui laisser s'exprimer, il doit la laisser s'exprimer. Là aussi, il ne faut pas être abusif de toute façon. Il est évident que c'est pas la personne qui réagit par rapport à ce que je dis, elle ne va pas parler pendant des heures. Mais elle peut très bien donner son avis à ce moment-là, ça peut être enrichissant. Autrement, ça va être du refroidi. Et puis, il y a des gens, on peut dire des choses en très peu de temps, des choses très importantes en quelques phrases. Et des gens qui ne disent rien en 5 minutes. Là aussi, il ne faut pas non plus que le temps de parole. Et vous savez, il y a une formule qui m'a toujours amusé. Quelqu'un demande mais combien de temps on a pour parler. La personne dit ah vous avez 3 minutes. Mais 3 minutes, ça peut être énorme, 3 minutes pour certaines personnes. Donc c'est pas la peine de les forcer à parler 3 minutes. Pour certaines personnes, c'est peu. Pour d'autres personnes, c'est énorme. En 15 secondes, elles ont déjà plus rien à dire. Elles n'ont plus envie de dire quoi que ce soit. Donc voilà quelques réflexions comme ça, un peu en vrac, sur ce que m'inspirent les cafés philo.